Ma fille m'a appelé au milieu de la nuit. Papa, je suis au commissariat. Mon beau-père m'a battu, mais maintenant il leur dit que c'est moi qui l'ai attaqué. Et ils le croient. Quand je suis arrivé au poste, l'officier de service a pâli et a dit en bégayant, « Je suis désolé. Je ne savais pas », avant de continuer, « N'oubliez pas d'écrire en commentaire de quel pays vous venez et quel âge vous avez. » Bonne écoute. Le téléphone a sonné à 3h17 du matin, un jeudi de fin octobre. Le genre de nuit où l'air est si vif qu'il pourrait couper du verre et où la lune est basse dans le ciel comme un avertissement. J'étais déjà à moitié réveillée, de la façon dont les parents apprennent à l'être quand leurs enfants ne vivent plus sous le même toit, quand chaque craquement dans la maison pourrait être un pas ou un battement de cœur. La sonnerie était la chanson pop préférée d'Emily, Sunflower Ski, de Nova Ray, ralentie en une version piano envoûtante qu'elle avait réglée des années auparavant, quand elle avait 15 ans et était convaincue que le monde s'effondrerait si sa playlist n'était pas parfaite. Ma main a trouvé le téléphone dans le noir, mon pouce le déverrouillant avant que mes yeux ne s'habituent à l'écran. L'identifiant de l'appelant s'est allumé. Mon ourson est mis. « Papa », a-t-elle murmuré, sa voix tremblant comme une feuille prise dans une tempête, à peine audible par-dessus ce qui ressemblait au bourdonnement de néon en arrière-plan. Je suis au commissariat. Mon beau-père m'a battu, mais maintenant il leur dit que c'est moi qui l'ai attaqué. Ils le croient. Les mots m'ont frappé comme de l'eau glacée versée directement dans mes veines, réveillant chaque nerf de mon corps. J'enfilais déjà un jean, d'une seule main, le téléphone calé entre mon épaule et mon oreille. Reste calme, et aime. J'arrive. Ne dis plus un mot avant que je sois là. Pas un seul. Tu m'entends? J'ai essayé de me défendre, mais il est plus grand. Et les officiers, ils m'ont regardé comme si j'étais le problème. Un sanglot a éclaté, brut et rauque. Il y a du sang sur mon sweat, papa. Mon sweat. Dépêche-toi, s'il te plaît. La ligne a été coupée. J'ai fixé l'écran. 3h19, puis j'ai attrapé mes clés, mon portefeuille et la vieille veste en cuir que je n'avais pas portée depuis l'académie, celle avec les poignets effilochés et la vague odeur d'huile à canon encore imprégnée dans la doublure. Mon pick-up a vrombi avant même que je n'ai fermé la portière. Le trajet jusqu'au commissariat de Midorn a duré 23 minutes sur des rues désertes, bien que chaque feu rouge me semblait être une insulte personnelle. Chaque ombre sur la route, une provocation. Mon esprit tournait plus vite que le moteur. Richard. Bien sûr, c'était Richard. Le mari de Lisa depuis 4 ans, l'homme qui était arrivé avec ses belles histoires, ses montres chères et un rire qui n'atteignait jamais vraiment ses yeux. Il m'avait un jour dit, sans ciller, qu'Emily traversait une phase quand elle était rentrée à la maison avec un C en algèbre. J'avais voulu croire Lisa quand elle disait qu'il était bon pour elle, bon pour elle. J'avais voulu que ma fille ait un foyer stable pendant que je faisais des doubles gardes à la société de sécurité, pendant que je me disais que la retraite signifiait la paix. Quel idiot j'avais été. La lueur fluorescente du commissariat se déversait sur le trottoir mouillé, comme une scène de crime à l'envers, crue et impitoyable. Je me suis garé de travers sur 2 places. Je m'en fichais. À l'intérieur, l'air sentait le café brûlé, l'eau de javel et quelque chose de métallique en dessous, du sang, de la peur, ou les deux. Le sergent Malalry a levé les yeux de son bureau, m'a reconnu. Arlon, détective à la retraite, insigne 4729, toujours dans le système, et m'a fait signe de passer sans un mot, ses yeux se posant sur la zone de détention avec quelque chose qui ressemblait à de la pitié. Emily était assise sur un banc en métal dans un coin, les genoux ramenés contre sa poitrine, un poignet menotté à la barre avec une menotte en plastique qui avait déjà creusé des lignes rouges dans sa peau. Une ecchymose de la couleur d'une prune mûre s'épanouissait sur sa pommette gauche, s'étendant vers sa tempe comme de l'encre renversée. Son œil droit était en train de se fermer à cause du gonflement. La paupière était boursouflée et brillante. Du sang séché formait une ligne déchiquetée au-dessus de son sourcil. Elle portait le même sweat à capuche trop grand qu'elle avait volé dans mon placard l'été dernier, bleu marine, propriété de papa, délavé sur la poitrine, maintenant déchiré à la manche et taché de sombre au col. Quand elle m'a vu, son visage s'est décomposé, et elle a essayé de se lever, mais la menotte l'a brutalement ramenée en arrière. De l'autre côté de la pièce se tenait Richard Lamb, un M88, larges épaules,
une coupe de cheveux chers, juste assez décoiffée pour avoir l'air d'une victime, comme s'il avait répété la scène devant un miroir. Sa lèvre inférieure était fendue. Un mince filet de sang séchait au coin, et une égratignure peu profonde courait le long de sa mâchoire. Il était appuyé contre le comptoir, les bras croisés, affichant le même demi-sourire narquois qu'il avait arboré lors de notre dernier barbecue de famille, quand il avait dit en plaisantant à Émilie de sourire davantage parce que « les jolies filles ne font pas la tête ». Il portait un manteau de charbon de bois sur mesure par-dessus une chemise blanche maintenant éclaboussée de ce qui aurait pu être son sang ou le sien. Difficile à dire sous ces lumières. Un jeune officier s'est approché de moi, son badge indiquant « J. Carter », début de la vingtaine, visage de bébé, sa pomme d'Adam qui bougeait comme s'il avait avalé une bille. Son visage a perdu toute couleur dès que nos regards se sont croisés, pâle comme du papier d'imprimante. Il a tâtonné avec son presse-papier, le faisant presque tomber, les feuilles s'envolant comme des oiseaux effarouchés. « Monsieur Arlon » a-t-il balbutié, sa voix se brisant sur la deuxième syllabe. « Je suis désolé. Je ne savais pas, il ne savait pas quoi ? Que j'étais son père ? Que j'avais passé 22 ans à mettre des hommes comme Richard derrière les barreaux ? Que j'avais encore des amis dans tous les commissariats d'ici à la limite du comté ? Des amis qui me devaient des faveurs plus vieilles que ce gamin. » Carter m'a conduit au-delà du bureau vers un bureau latéral, ses bottes grinçant sur le linoléum. Richard s'est redressé, son sourire narquois vacillant une demi-seconde avant de se remettre en place. Émilie a levé la tête, les yeux écarquillés, partagés entre l'espoir et la terreur. L'espoir que je puisse arranger ça. La terreur que je ne le puisse pas. Une autre officier, Ramirez. Je l'ai reconnue de l'académie. Regard perçant, tresse stricte, elle se tenait à proximité, les bras croisés, observant Richard comme s'il était déjà un suspect, pas une victime. Couper la menotte en plastique, ai-je dit calmement, ma voix assez plate pour couper de l'acier. Carter a hésité, jetant un coup d'œil à son sergent. Monsieur, il y a un protocole à respecter maintenant. Ramirez s'est avancé, a sorti une petite lame et a tranché le plastique d'un seul mouvement. Émilie s'est frotté le poignet, des marques rouges encerclant l'os comme un bracelet de feu, puis a couru vers moi. Tout son corps tremblait, ses épaules, ses mains, ses genoux. Je l'ai tenu à bout de bras, examinant chaque marque sous les lumières crues. Des ecchymoses en forme de doigts entouraient le haut de ses bras, comme si quelqu'un avait essayé de lui broyer les os. Une coupure au-dessus de son sourcil avait commencé à cicatriser, mais du sang frais suintait encore sur le bord. Sa lèvre était fendue à 2 endroits. Elle sentait la peur, le cuivre et le léger parfum de vanille de son spray corporel qu'elle portait depuis le collège. Richard s'est éclairci la gorge, sa voix aussi douce que de l'huile versée sur du verre brisé. Elle m'a attaqué avec un couteau de cuisine, Arlon. Je me défendais. Regardez mon visage. Regardez mes bras. Elle m'a griffé assez profondément pour laisser une cicatrice. La voix d'Émilie s'est brisée comme de la glace fine. Il m'a attrapé par les cheveux, papa. Il m'a frappé le visage contre le comptoir en marbre 3 fois. Je n'ai jamais touché à un couteau. J'essayais d'atteindre la porte. Le regard de Carter allait de l'un à l'autre, la sueur perlant sur son front malgré la climatisation qui bourdonnait comme un réfrigérateur en fin de vie. Il m'a tiré à part dans le couloir étroit qui sentait le moisi et les vieux papiers, baissant la voix jusqu'à un murmure conspirateur. Monsieur Arlon, le téléphone de votre fille a enregistré tout l'incident. Audio seulement. Elle a dû appuyer sur enregistrer quand elle a composé le 911. Nous l'avons écouté. Ça ne correspond pas à la déclaration de Monsieur Lam. Pas du tout. Le visage de Richard a eu un tic, un muscle tressaillant dans sa mâchoire. Ça pourrait être modifié. Les jeunes de nos jours. Les applications d'IA. Les deepfakes. Carter l'a ignoré, ses yeux se tournant vers la vitre sans teint où Ramirez montait maintenant la garde. Il y a plus. L'appel au 911. Votre belle-fille l'a passé à 23h47, dit-elle clairement. Il me fait du mal. Dépêchez-vous, s'il vous plaît. Il ne s'arrêtera pas, puis un fracas, un cri, et la ligne a été coupée. Nous avons l'horodatage. L'âme a prétendu qu'elle avait composé le numéro par accident en l'attaquant. Il a dit qu'elle était hystérique.
J'ai regardé Richard. Le sourire narquois avait disparu, remplacé par quelque chose de plus froid. Le calcul. Le regard d'un homme qui recalcule ses chances. Carter a continué, sa voix à peine plus qu'un murmure maintenant, comme s'il craignait que les murs n'écoutent. Quand nous avons vérifié ses antécédents, les précédents de l'âme sont apparus comme de la mauvaise herbe. 3 plaintes pour violence conjugale dans 2 États, l'Ohio et le Nevada, des dossiers de délinquance juvénile scellés, mais toujours là si vous savez où chercher. L'un impliquait une petite amie qui a retiré sa plainte après qu'il se soit excusé. Et, monsieur, votre nom a déclenché une alerte dans le système. Vous êtes le détective qui a fait incarcérer son frère il y a 15 ans. Vol à main armée, une station-service sur ETH et Mercé. Tommy Lam a juré de se venger en plein tribunal. Il a dit qu'il ferait payer Arlon pour chaque année. Le couloir a vacillé. Je me souvenais de l'affaire comme si elle était gravée dans mes rétines. Tommy Lam, 22 ans, les yeux fous, filmé par une caméra de surveillance granuleuse en train de frapper un employé avec la crosse de son pistolet pour 40 € et un paquet de Marlboro. J'avais témoigné pendant 3 heures, décortiquant la vidéo image par image pour le jury. Tommy a pris 25 ans. Richard avait 17 ans à l'époque, assis dans la galerie dans un costume trop grand, me lançant des regards assassins. J'avais oublié son visage jusqu'à ce moment, jusqu'à ce qu'il porte la même haine, vieilli en quelque chose de poli et de venimeux. Les yeux de Richard se sont rétrécis. Coïncidence. De l'histoire ancienne. Vous ne pouvez rien prouver. Carter n'avait pas fini. Il a sorti sa tablette, a fait glisser l'écran jusqu'à une image fixe. Nous avons récupéré la caméra de sécurité du couloir de l'appartement. Bâtiment C, 3e étage. On y voit Lam traîner votre fille à l'intérieur par le bras à 23h42. Pas de couteau dans sa main. Elle se débat, essaie de se dégager. Puis les lumières s'éteignent. Quelqu'un a coupé le disjoncteur. 43 secondes plus tard, elle sort en titubant, seule, en sang, son sweat à capuche à moitié retiré d'une épaule, appelant le 911 depuis la cabine téléphonique en bas. Le concierge a confirmé que la cabine téléphonique fonctionne. Il l'a testé lui-même à 23h50 parce qu'il a entendu les sirènes. Emily a enfoui son visage dans mon épaule, ses larmes trempant ma chemise. Je pensais que personne ne me croirait. Maman est en voyage d'affaires à Denver. Il a dit qu'il dirait à tout le monde que j'étais folle, tout comme il lui a dit que je mentais sur les petites choses. Les cris, les bousculades, la façon dont il me serrait le poignet si fort que ça laissait des marques sous mes manches longues. Il a dit que si je parlais, il s'assurerait que je finisse en famille d'accueil. Richard a fait un pas en arrière, le bruissement de son manteau. Ramirez s'est déplacé pour bloquer la sortie, la main posée sur son étui avec une aisance professionnelle. Carter s'est tourné vers lui, sa voix maintenant stable, toute trace de bégaiement disparue. Richard Lam, vous êtes en état d'arrestation pour agression au 2e degré, fausse déclaration, intimidation de témoins et destruction de preuves. Richard s'est jeté en avant, pas sur les officiers, mais sur Emily, un son guttural s'échappant de sa gorge. J'ai bougé plus vite, 22 ans de mémoire musculaire prenant le dessus. Je l'ai percuté de l'épaule contre le mur en parpaing avec un bruit sourd qui a résonné comme un coup de feu. Sa tête a basculé en arrière, ses yeux se sont révulsés. Les menottes se sont refermées avant qu'il ne puisse récupérer. En acier cette fois, pas en plastique. Ramirez lui a lu ses droits d'un ton calme et sec pendant qu'il crachait des insultes sur le sol, sur moi, sur l'univers. Alors qu'il l'emmenait, il a crié par-dessus son épaule, sa voix se brisant de rage. Ce n'est pas fini, Arlon. Tu verras. Je vais t'enterrer. Carter a enlevé sa casquette, se grattant la tête rasée, les joues rouges de honte. Je vous dois des excuses à tous les deux. J'ai pris l'histoire du beau-père pour argent comptant. Jolie fille en sweat à capuche. Beau-père riche avec une lèvre fendue. Antécédent de rébellion adolescente. J'ai tout gobé, sans réfléchir. J'ai même écrit « possible légitime défense » dans le rapport initial. Ça ne se reproduira plus. J'ai déjà appelé le chef de quart. Nous ouvrons une enquête interne et je me porte volontaire pour le panel de formation.
Les doigts d'Émilie se sont resserrés sur les miens, ses ongles creusant des croissants dans ma peau. On peut rentrer à la maison? Pas encore, ai-je dit, ma voix plus douce maintenant. L'hôpital d'abord. Photo, déposition, tout le nécessaire. On fait ça dans les règles. Chaque bleu, chaque coupure, et on documente tout. Aux urgences, les infirmières se déplaçaient avec une efficacité tranquille sous des lumières assez vives pour stériliser les âmes. Elles ont documenté chaque blessure en haute définition. L'ecchymose sur la pommette qui s'étendait comme un nuage d'orage. La lèvre fendue avec un lambeau de peau qui pendait. Les marques en forme d'empreintes digitales sur ses bras en ovale parfait. Les anciennes marques jaune-vert sur ses côtes qui ont fait se crisper la mâchoire de l'infirmière. Une assistante sociale nommée Marisol, la quarantaine, des yeux bienveillants, son presse-papier comme un bouclier, a recueilli le récit complet d'Émilie derrière un rideau pendant que je restais dehors, les poings si serrés que mes jointures craquaient comme de la glace sur un étang. Quand elles ont eu fini, le médecin, une femme aux cheveux gris acier et à la voix comme du thé chaud, m'a tiré à part dans le couloir qui sentait l'antiseptique et le désespoir. D'anciennes fractures, dit-elle à voix basse, en jetant un œil au dossier. Poignet guéri il y a environ 6 mois. Fêlure sur 2 côtes. 3 mois, peut-être 4. Ce n'était pas la première fois. Nous sommes tenus de signaler les suspicions d'abus continus au service de la protection de l'enfance et au procureur. Elle aura besoin d'un suivi avec un spécialiste des traumatismes. La rage bouillait en moi, chaude et noire, mais je l'ai ravalée comme un remède amer. Émilie avait besoin de moi stable, pas téméraire. Pas le flic qui avait un jour défoncé une porte sans mandat. Pas le père qui voulait traquer Richard en détention. De retour à ma maison, une bâtisse en briques de 2 étages sur Maple Lane, une rue calme, celle que Lisa avait quittée lors de notre divorce il y a 8 ans. Nous nous sommes assis sur la balancelle du porche qui grinçait comme une vieille amie. L'aube peignait le ciel de lavande et de pêche, la première lumière se posant sur le givre qui scintillait sur l'herbe. Émilie sirotait un chocolat chaud dans sa vieille tasse dinosaure, la verte avec l'anse fêlée, une couverture sur ses épaules comme une cape. Le bleu sur sa joue paraissait pire à la lumière du jour, le violet virant au bleu. J'aurais dû te le dire plus tôt, a-t-elle murmuré, la vapeur s'échappant de la tasse. À propos des cris, de la façon dont il me coinçait dans la cuisine quand maman était sous la douche, comment il disait, ta mère travaille dur. Ne la stresse pas avec tes drames. Je me disais, si je reste silencieuse jusqu'à l'université, jusqu'à mes 18 ans dans 2 ans. J'ai passé un bras autour d'elle, en faisant attention au bleu. Tu es en sécurité maintenant. C'est ce qui compte. Et tu ne retourneras jamais là-bas. Jamais. Mon téléphone a vibré sur la rambarde. Un texto de Lisa. Vient d'atterrir à Denver. Vol de correspondance retardé de 3 heures. Qu'est-ce qui se passe? Richard ne répond pas. Le téléphone d'Émilie est sur messagerie. Je suis inquiète. Puis un autre 30 secondes plus tard. Appelle-moi maintenant. J'ai montré le message à Émilie. Elle s'est mordu la lèvre, grimaçant quand elle s'est rouverte, une perle de sang apparaissant. Maman va paniquer. Elle pense que je surréagis. Elle dit toujours que je suis sensible. Laisse-la paniquer, ai-je dit. Elle a besoin de savoir qui elle a épousé. Et tu n'es pas sensible. Tu es une survivante. Lisa est arrivée à midi, les yeux gonflés d'avoir pleuré dans l'avion. Ses cheveux en un chignon désordonné qu'elle n'avait pas porté depuis nos années d'université, quand nous passions des nuits blanches à réviser pour les examens. Elle a laissé tomber sa valise dans l'allée, les roues tournant encore, et a couru vers Émilie, la serrant si fort que j'ai cru que les côtes dont le médecin avait parlé pourraient se briser à nouveau. Émilie s'est d'abord raidie, les bras ballants, puis s'est laissée aller, son visage se blottissant contre l'épaule de sa mère. Je suis tellement désolée, mon bébé, n'arrêtait pas de dire Lisa, sa voix étouffée dans les cheveux d'Émilie. Je suis tellement désolée. J'aurais dû voir. J'aurais dû écouter. L'audience pour la libération sous caution de Richard était fixée à lundi. La procureure, Monica Alvarez, une femme avec qui j'avais travaillé il y a des années sur une série de cambriolages, insistait pour qu'il n'y ait pas de caution, invoquant le risque de fuite, le mobile de la vengeance et la montagne de preuves.
Lisa était assise à la table de ma cuisine, la même table en chêne où Émilie avait fait ses devoirs depuis ses 6 ans, tordant un mouchoir en papier jusqu'à ce qu'il se déchire. Il disait qu'Émilie imaginait des choses, dit-elle, sa voix se brisant comme du verre sous les pieds. Qu'elle était jalouse de notre mariage, qu'elle se comportait mal, qu'elle séchait les cours, qu'elle sortait avec des amis que je n'avais jamais rencontrés. Je l'ai défendue. Je pensais que je protégeais notre famille. Elle a regardé Émilie, les yeux pleins de larmes. Comment ai-je pu passer à côté de ça? Comment l'ai-je laissé me convaincre que tu étais le problème? Émilie a tendu la main, touchant celle de sa mère avec des doigts encore enflés. Tu n'es pas passé à côté. Il nous l'a caché à toutes les deux. Il attendait que tu sois sous la douche, ou en appel professionnel, ou endormie. Il souriait pour toi. Puis. Elle s'est interrompue, haussant les épaules, le mouvement petit et douloureux. Il disait des choses comme « Ton père est parti parce que tu es trop difficile ». J'ai commencé à le croire. Lisa a alors sangloté, un son qui a déchiré la pièce comme une lame. Je lui ai apporté de l'eau, qu'elle a laissée intacte. Émilie lui a tapoté le dos avec la tendresse maladroite d'un enfant réconfortant un parent. Au cours des semaines suivantes, l'affaire a complètement mis à nu Richard, fil par fil, jusqu'à ce qu'il soit exposé devant la loi. Des voisins se sont manifestés. L'une d'eux, Madame Delgado du 3B, s'est souvenue avoir entendu des cris et un bruit sourd qui avait fait trembler son plafond. Elle pensait que c'était la télévision jusqu'à ce qu'elle voie Émilie boiter jusqu'à l'arrêt de bus le lendemain matin, le sweat à capuche bien baissée. Un autre, un étudiant du 2A, avait des images sur sa caméra de porte. Richard transportant une boîte à outils noire à minuit 3, regardant autour de lui comme s'il connaissait les angles morts. Le concierge de l'immeuble, Monsieur Patel, a trouvé le couteau de cuisine manquant dans cette même boîte à outils, caché derrière des pots de peinture, essuyés, mais avec le sang d'Émilie dans la rainure. Le laboratoire a confirmé la correspondance ADN en quelques heures. La caméra de la buanderie de l'immeuble a filmé Richard en train de jeter la manche déchirée du sweat d'Émilie dans la benne à ordures à minuit 17. La manche avec son sang et ses cellules de peau sous les ongles avec lesquelles elle l'avait griffé en légitime défense. Le sweat lui-même a été récupéré, mis sous scellé, envoyé aux preuves. Tommy Lang, le frère de Richard, a même envoyé une lettre de prison, transmise par le procureur, le cachet de la poste datant de la prison d'État d'Ironwood. Dites à Arlon que je suis désolée. Mon petit frère a toujours eu un sale caractère. Je pensais qu'il s'était calmé après la maison de correction. Je ne savais pas qu'il s'en prendrait à une gamine. Si j'avais été dehors, je l'aurais arrêté moi-même. Dites à la fille qu'elle est plus forte que nous deux. Richard a plaidé coupable. 7 ans, sans libération conditionnelle avant 5 ans, plus une ordonnance d'éloignement permanente qui couvrait Émilie, Lisa et moi par extension. Lisa a demandé le divorce la même semaine, lui faisant signifier les papiers à la prison du comté par un adjoint qui me connaissait de l'époque. Elle a emménagé dans la chambre d'amis en face de celle d'Émilie, disant qu'elle ne pouvait pas retourner dans cet appartement, même s'il était exorcisé par une douzaine de prêtres. Émilie a emménagé avec moi de façon permanente. Nous avons transformé la chambre d'amis en son espace personnel pendant un long week-end, des guirlandes lumineuses drapées comme des constellations au plafond, un bureau près de la fenêtre donnant sur l'érable qui laissait tomber des samars chaque printemps, des affiches de groupe qu'elle aimait coller de travers parce qu'elle insistait pour le faire elle-même. Elle a peint les murs d'un vert sauge doux, la couleur des nouvelles feuilles, et a accroché un tableau en liège où elle a épinglé des trophées de débat, des brochures d'université et une impression du dépliant de formation du protocole Arlon. Certaines nuits, elle se réveillait en hurlant, se débattant contre des cauchemars où les mains de Richard étaient autour de sa gorge. Je m'asseyais par terre à côté de son lit, le dos contre le mur, jusqu'à ce que sa respiration se calme et que les guirlandes lumineuses dessinent de douces galaxies sur son visage. Nous avons développé un système. 3 coups sur le mur. Si elle avait besoin de moi, sans poser de questions. Je répondais par 2 coups. Je suis là. Un soir, 4 mois après l'arrestation, nous mangions de la pizza par terre dans le salon, les boîtes ouvertes comme pour un pique-nique sur le tapis persan usé que Lisa avait laissé. La graisse tachait le tapis. Aucun de nous ne s'en souciait. Émilie faisait défiler son téléphone, puis a levé les yeux,
brillant malgré la légère cicatrice qui coupait maintenant son sourcil. Papa, tu te souviens de l'officier Carter? Il m'a envoyé un message sur la page communautaire du commissariat. Il a dit qu'à cause de ce qui s'est passé, le département lance une formation obligatoire sur les appels pour violences domestiques dans toute la ville. Ils utilisent notre cas, de manière anonyme, mais quand même. Ils appellent ça le protocole Arlan. Ça couvre les preuves audio, les caméras de couloir, les anciennes fractures, tout. J'ai haussé un sourcil en mâchant mon pepperoni. Ma grande, tu viens de changer la politique de 4000 officiers. Elle a souri. Le premier vrai sourire depuis une éternité. Le genre qui atteignait ses yeux et plissait les coins. Nous l'avons changé. Tu m'as cru en premier. Lisa est apparue dans l'embrasure de la porte, tenant un bol de pop-corn assaisonné au sel de truffe qu'elle avait découvert lors d'un voyage d'affaires. Soirée ciné. Je vote pour celui avec le raton laveur qui parle. Émilie a grogné de manière théâtrale. Maman, on l'a vu 12 fois. La 13e sera la bonne, et j'ai apporté du fromage en plus. Dehors, la première neige de la saison a commencé à tomber. Douce, silencieuse, recouvrant le monde d'un blanc immaculé. Émilie a ouvert la fenêtre d'une fente, laissant l'air froid caresser nos visages. Des flocons de neige fondaient sur ses cils comme de minuscules étoiles. Tu penses qu'on s'en sortira? A-t-elle demandé, sa voix petite mais stable, la question qu'elle avait posée 100 fois depuis cette nuit. Je l'ai serrée contre moi, Lisa se joignant de l'autre côté jusqu'à ce que nous soyons un enchevêtrement de couvertures, de membres et de rires. Mieux que ça. Nous sommes incassables maintenant. Et pour la première fois depuis des années, je l'ai cru. Mais les histoires comme les nôtres n'ont pas de fin nette. Elles s'étirent, s'effilochent, se retissent en quelque chose de plus fort. 6 mois plus tard, Émilie a commencé une thérapie 2 fois par semaine avec le Dr Singh, une spécialiste des traumatismes qui portait des écharpes colorées et ne la pressait jamais. Certains jours, elle rentrait silencieuse, dessinant dans un carnet relié en cuir qu'elle ne me laissait pas voir. D'autres jours, elle franchissait la porte en annonçant qu'elle avait eu un A à un test de physique ou que le journal de l'école voulait qu'elle écrive un éditorial sur la défense des adolescents. Elle a rejoint l'équipe de débat, portant ses bleus comme des insignes jusqu'à ce qu'ils s'estompent, puis portant sa voix comme une armure. À son premier tournoi, elle a obtenu la 2e place en plaidant pour des journées de santé mentale obligatoires dans les écoles. Le trophée est sur son bureau, captant la lumière des guirlandes. Lisa a vendu l'appartement, a utilisé l'argent pour payer les frais de scolarité d'Émilie et un acompte sur une petite maison à 2 rues de là. Bardage jaune, porche enveloppant, une cuisine assez grande pour les crêpes du dimanche. Elle et moi avons appris à être coparents sans l'ancienne amertume. Dîner programmé, agenda Google partagé, tout le tralala. Certains soirs, elle restait pour un café après avoir déposé Émilie, et nous parlions de tout sauf de Richard, de son nouveau travail à l'agence de marketing, de mes contrats de consultant en sécurité, de la façon dont le rire d'Émilie était revenu, plus fort qu'avant. Carter, le jeune officier, s'est présenté à notre porte un samedi avec une boîte de beignets et un sourire penaud qui n'avait pas changé. La formation se déploie dans toute la ville, a-t-il dit, se dandinant d'un pied sur l'autre. Je voulais vous remercier en personne. Et ma sœur est dans une mauvaise situation. Votre fille m'a donné le courage de l'aider à partir. Elle est en sécurité maintenant. Émilie l'a serré si fort dans ses bras que sa casquette est tombée, roulant sur le porche comme une plante du désert. Lisa a pris une photo. Carter, le visage rouge. Émilie, souriante. Moi, faisant semblant de les gronder pour avoir fait du désordre. 1 an après l'arrestation, Émilie a eu 18 ans. Nous avons organisé une fête dans le jardin. Des guirlandes lumineuses tissées dans les branches de l'érable, des chaises de jardin dépareillées, une playlist qu'elle avait elle-même concoctée avec des chansons qui faisaient grogner Lisa et que je faisais semblant de détester. La moitié de l'équipe de débat est venue, ainsi que les collègues de Lisa, et même Ramirez du commissariat, en jean au lieu de son uniforme. Carter a amené sa sœur, Marissa, qui s'est accrochée à Émilie comme à une bouée de sauvetage, murmurant « Merci pour le numéro de la ligne d'écoute qu'Émilie m'a envoyé par texto à 2 heures du matin un soir. » Au crépuscule, Émilie m'a tiré à part près de l'érable, dont les feuilles commençaient tout juste à changer de couleur.
Elle tenait une petite boîte en bois poncé. Ouvre-la. À l'intérieur se trouvait un porte-clés, un minuscule insigne en argent gravé au dos avec « Protocole Arlon » en petits caractères. Pour ceux qui nous croient. Je l'ai fait faire, dit-elle, les yeux brillants. Pour toi. Pour chaque enfant qui a peur de parler, pour chaque officier qui apprend à écouter. Je l'ai accroché à mes clés ce soir-là. Il y est toujours, cliquetant contre la clé du pick-up chaque matin. Richard a tenté de faire appel de sa sentence 6 mois plus tard, prétendant avoir de nouvelles preuves. Un témoin qui disait qu'Emily avait des antécédents de violence. L'appel est mort en comité. Trop de documentation, trop de témoins, trop de caméras. Le témoin s'est avéré être un codétenu à qui on avait promis de l'argent pour la cantine. Aux dernières nouvelles, Richard était en détention préventive après s'être battu avec le mauvais détenu pour la télécommande de la télévision. Tommy Lam a réécrit. La roue tourne lentement, mais sûrement. Dites à la gamine que c'est une guerrière. Emily a obtenu son diplôme de fin de lycée, première de sa classe. Elle a prononcé un discours sur le fait de croire les survivants qui a fait les nouvelles locales et est devenu viral sur la page Facebook du district scolaire. Les universités ont envoyé des lettres d'acceptation épaisses comme des annuaires. Stanford, NYU, l'université d'État. Elle a choisi l'État, assez proche pour rentrer les week-ends, assez loin pour respirer par elle-même. Son essai de candidature, la nuit où j'ai appris que ma voix était une preuve. La veille de son départ pour l'orientation des nouveaux étudiants, nous nous sommes assis à nouveau sur la balancelle du porche, des lucioles clignotant dans le jardin comme de minuscules lanternes. Elle portait le sweat à capuche qu'elle m'avait volé, maintenant rapiécé au coude avec un tissu à constellation qu'elle avait cousu elle-même. « Papa », dit-elle en traçant la cicatrice sur son sourcil, « tu te souviens quand tu me racontais des histoires sur ta première patrouille ? Comment tu pensais que tu pouvais tout réparer avec un insigne et une lampe de poche ? » J'ai hoché la tête, la gorge serrée. Je pensais que la justice, c'était un marteau qui frappait dans une salle d'audience. Maintenant, je pense que c'est plus fort que ça. C'est se pointer à 3 heures du matin. C'est écouter quand une gamine dit « il m'a fait du mal » au lieu de « elle fait des histoires ». C'est choisir de croire la fille avec le bleu plutôt que l'homme avec le sourire. J'ai dégluti difficilement. Tu comptes réparer le monde, et aime ? Elle a souri, le même sourire que lorsqu'elle avait 6 ans et était convaincue qu'elle pouvait attraper des lucioles dans ses poches. En commençant par une chambre de dortoir à la fois, puis peut-être la fac de droit, puis peut-être le bureau du procureur. Monica Alvarez a dit qu'elle écrirait une recommandation. Le jour de l'emménagement était un chaos. Des cartons empilés comme un Jenga. Des parents nerveux essuyant des larmes. Des responsables de résidence avec des presse-papiers et des sourires forcés. Lisa et moi avons monté le mini-frigo sur 3 étages pendant qu'Emily dirigeait la circulation comme un général, sa queue de cheval se balançant. Quand la dernière affiche a été accrochée, une reproduction de « La nuit étoilée » de Van Gogh au-dessus de son bureau, elle nous a serrés tous les deux dans ses bras, fort et vite. « J'appellerai tous les soirs », a-t-elle promis. « Tu as intérêt », a dit Lisa, la voix tremblante. « Seulement s'il y a du drame », ai-je ajouté, essayant d'être léger. Elle a levé les yeux au ciel. « Papa !» Cette nuit-là, ma maison semblait trop silencieuse. Les guirlandes lumineuses dans sa chambre brillaient encore à travers la porte ouverte. Je me suis assis sur sa chaise de bureau, tournant lentement, et j'ai trouvé le carnet qu'elle avait caché sous le matelas. Des pages reliées en cuir épaisse de croquis, ces bleus s'estompant case par case, se transformant ensuite en ailes, puis en constellation, puis en une fille debout sur une balancelle de porche avec un porte-clés levé comme une torche. Sur la dernière page, une seule ligne dans son écriture soignée et bouclée. Nous ne nous brisons pas, nous orbitons, et nous éclairons le chemin. J'ai refermé le livre, l'ai laissé sur son bureau pour quand elle rentrerait, j'ai collé un post-it sur la couverture. Fier ne suffit pas, 2 ans plus tard, Emily a fait un stage au bureau du procureur sous la direction de Monica Alvarez. Elle a aidé à rédiger un projet de loi élargissant la défense des victimes dans les écoles, formation obligatoire au signalement, ligne d'assistance anonyme, conseillée dans chaque collège. Il a été adopté en comité par 9 voix contre 2. Elle était dans la galerie quand il a été signé, portant le même sweat à capuche, maintenant délavé en un gris doux.
Carter, maintenant détective Carter, a témoigné en sa faveur, affichant le même sourire penaud, son insigne poli jusqu'à briller. Lisa a créé un groupe de soutien pour les parents qui n'avaient pas vu les signes. Les parents à la seconde vue. 23 familles la première année, 50 la suivante. Ils se réunissent au sous-sol de l'église le mardi. Pas de jugement, juste du café et la vérité. Et moi, j'ai gardé le porte-clés, j'ai continué à assister au débat d'Emily, aux portes ouvertes de Lisa, au commissariat quand Carter avait besoin d'un conférencier invité sur la lecture d'une situation lors d'appels pour violences domestiques. J'ai lancé un programme de mentorat pour les flics à la retraite, les jumelant avec des jeunes du système judiciaire juvénile qui nous rappelaient qui nous étions autrefois. Certaines nuits, j'entends encore cette sonnerie de 3h17 dans mes rêves. Sunflower Ski, ralenti au piano. La voix d'Emily se brisant sur « Papa ». Mais maintenant, quand je me réveille, je sais que l'histoire ne se termine pas dans un commissariat avec des néons et des menottes en plastique. Elle se termine, ou plutôt commence, sur une balancelle de Porsche sous des guirlandes lumineuses, avec une fille qui a appris à dire sa vérité dans un micro qui l'a portée à travers toute une ville. Une mère qui a appris à écouter jusqu'à ce que son cœur s'ouvre en deux et un père qui a appris que la justice n'est pas toujours un insigne ou un marteau. Parfois, c'est un porte-clés gravé d'une promesse. Parfois, c'est une histoire racontée si souvent qu'elle devient une loi. Parfois, c'est simplement d'être là, encore et encore, à 3h du matin ou à 15h, jusqu'à ce que le monde vous croie. Jusqu'à ce que chaque enfant avec un bleu sache qu'il n'est pas le problème. Jusqu'à ce que chaque officier hésite avant de croire l'homme avec le sourire. Jusqu'à ce que chaque parent regarde de plus près. Jusqu'à ce que le cycle se brise et que la lumière entre. Et les nuits où la neige tombe, douce et silencieuse, je m'assois seule sur cette balancelle, le porte-clés dans la paume de ma main. Et je sais qu'Emily est là-bas, en orbite, brillant, attirant les autres dans sa gravité. Incassable. Cru.